Bonsoir, merci d'être là. Ce soir, je vais essayer de vous partager le fruit d'un peu plus de 25 ans d'expérience et d'un travail autour de nos jeunes, notamment de la compréhension de cette génération qu'on appelle Y et maintenant même Z. C'est la version hyper connectée de la génération Y. Pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler concrètement quand on arrive au lycée, qu'est-ce qui change et comment ça se passe. Voilà, donc on va essayer de brasser ça. En gros, on est là pour 1 heure, 1 heure et quart max. Voilà, normalement, je vous libère au bout de ce temps-là, pour ceux qui ont une deuxième vie derrière, de famille et plus d'affinité. On y va ? Alors, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas et on va essayer de comprendre un petit peu, notamment je vais prendre des références et essayer de vous donner des points de repère pour les plus anciens d'entre vous, peut-être ça vous parlera, pour les moins anciens parmi vous, vous en trouverez d'autres. Vous avez sur la feuille qui vous a été distribuée ou que vous avez prise quelques petits points de repère qui vous rappelleront ce que je vais vous montrer. Pendant très longtemps, alors notre objectif, je vais commencer par l'objectif, notre objectif c'est d'expliquer, c'est d'accompagner nos élèves dans cette transition. Certains appellent ça l'adolescence, d'autres lui donnent d'autres noms. Mais en gros c'est le passage qui va de l'élève ou plutôt de l'enfant qui avait autour de lui des adultes qui étaient là pour lui expliquer comment ça se passe et ce qu'il fallait faire pour lui fixer le cadre, et en gros on lui a expliqué: vas-y, mouche ton nez, dis bonjour à la dame, tiens-toi droit, apprends tes leçons, fais tes devoirs, te coiffe pas comme ci, t'habille pas comme ça. On lui a expliqué tout ce qu'il fallait faire pour devenir grand, et dans la majorité des cas ça a plutôt bien marché parce qu'ils sont arrivés à un âge où voilà, c'est à peu près acquis de ce côté-là. Et en même temps, ils aimeraient bien, parce qu'ils en ont marre, arriver au lycée, que ce soit les adultes qui leur disent tout le temps ce qu'il faut faire. Ils en ont marre que les adultes leur disent comment ils doivent faire, etc. Ils voudraient bien passer à l'étape d'après, où c'est eux qui seraient le pilote de l'avion, qui choisiraient où il veut aller et comment il va y aller. T'inquiète, je gère. Fameuse petite phrase que vous entendez sûrement certaines fois. Et en même temps, c'est très confortable. C'est confortable parce que finalement, c'est jamais de ma faute d'être de ce côté-là. C'est de la faute du prof qui a mal expliqué, du voisin qui était en train de bavarder, c'est le contrôle qui était trop dur, oui mais j'avais pas mon cahier, oui mais... Et c'est jamais de sa faute. Quand je prends ma vie en main et que je deviens responsable de mon avenir, je deviens responsable de mes réussites. Et pour ça, c'est notre vrai projet. C'est que ce soit leur bac. Et ce ne sera pas le bac d'un autre, ce sera le leur. D'ailleurs, il y aura leur nom écrit sur le bac, sur le diplôme, il n'y aura pas le nom du lycée. Il y a le nom de l'élève. Par contre, on devient aussi responsable de ses stratégies les moins bonnes et de ses échecs s'il y en a. Et ça, c'est moins confortable. C'est pour ça que certains font de la résistance pour rester dans le côté de l'enfance où finalement la faute des autres c'est quand même bien pratique. En tout cas ça permet à ceux qui ont du mal à faire cette transition de se protéger ou de trouver des solutions de ce côté-là. L'enjeu et ce que je vais vous partager ce soir c'est vraiment et le fruit d'une expérience mais aussi le fruit des recherches en neurosciences notamment qui aujourd'hui éclairent complètement la pédagogie différemment. Entre autres, aujourd'hui, grâce à un appareil assez génial qui s'appelle l'IRMF, l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, on est capable de voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau sans être obligé de trépaner la personne. Les personnes avaient cette fâcheuse tendance, quand on commençait à essayer de savoir comment fonctionne leur cerveau, on allait trifouiller dans le cerveau après avoir ouvert la boîte, et ils avaient cette fâcheuse tendance à mourir qui était assez désagréable pour les chercheurs. Donc on a trouvé avec l'IRMF une solution pour voir ce qui se passe à l'intérieur sans être obligé d'ouvrir la boîte. Et ça c'est intéressant pour nous les pédagogues parce que on va se rendre compte que en comprenant mieux comment marche le cerveau, en comprenant mieux comment ça marche, ça explique beaucoup de choses
et notamment ça donne des stratégies plus pertinentes et plus efficaces. Donc on va essayer d'explorer tout ça à la lumière de ce que les neurosciences nous apportent aujourd'hui, et surtout on va essayer de voir comment on peut s'y prendre et quelles stratégies on peut mettre en œuvre, qu'est-ce qui change par rapport au collège, et comment on peut faire pour que ça fonctionne à la fin. Alors je vais aller plus vite ici, je vous l'ai fait directement, hop là. Alors, je vais vous parler des générations précédentes. Vous avez sûrement connu des gens qui sont comme ça. Il fut un temps où on apprenait au lycée, entre autres, à faire un exercice génial qui s'appelait la synthèse de documents, rappelez-vous, où on prenait tout un tas de documents et on allait analyser chacun de ces documents pour être capable d'en faire une synthèse. Voilà. C'était un travail assez fastidieux, intéressant, mais qui construisait pas mal et qui aidait beaucoup à la construction de la psyché de l'élève et du cerveau. Donc finalement on a eu des générations, et je pense là ceux qui sont parents depuis un certain temps parmi vous sont peut-être construits comme ça, qui ont eu besoin d'avoir tous les éléments pour prendre une décision, qui ont eu besoin d'analyser tout ce que... d'analyser le problème pour pouvoir le comprendre, etc. Ça a donné des résultats assez géniaux, ou plutôt ça a donné des capacités assez sympathiques. Je vais un peu vite, excusez-moi. Hop, c'était l'autre, voilà. C'est-à-dire que ça a permis de créer des systèmes relativement complexes. Et aujourd'hui, notre monde, on peut dire qu'il y a un certain nombre de choses complexes. Quand on parle de politique, c'est quelque chose de complexe. Quand on parle d'économie, de macroéconomie, c'est des choses complexes. Et avec un cerveau fait comme ça, avec cette méthode-là, on peut arriver à comprendre, à analyser, voire à concevoir des systèmes très complexes. Parce en prenant le temps d'analyser tous les éléments d'un système complexe, finalement, on s'en sort assez bien. Évidemment, c'est un système qui est assez long. Parce qu'analyser tous les éléments d'une situation, ça peut prendre du temps. C'est un défaut. Ou pas. Ça permet aussi une analyse plutôt fine d'une situation. Ça permet d'avoir beaucoup de finesse dans l'analyse, de comprendre les choses dans leurs nuances, ce qui parfois nous met en décalage avec des générations plus jeunes, dont on va voir comment ils fonctionnent après, mais c'est différent. Et par contre, ça pose quelques problématiques, notamment quand il s'agit d'appréhender des systèmes. Par exemple, quand vous mettez un appareil comme celui-là dans la main des personnes de cette génération-là, c'est compliqué pour eux, parce que la première question qu'ils ont, c'est: elle est où la notice ? Évidemment, la notice n'existe pas. Et comment je fais ? Parce que je ne sais pas faire. Et la dimension d'intuition et la dimension intuitive pour appréhender notamment les systèmes numériques, elle n'est pas naturelle pour eux. Elle n'est pas naturelle du tout. Alors évidemment, ils sont capables de monter un meuble Ikea correctement, parce qu'en suivant la notice, quand on a tous les éléments, c'est relativement simple. Il suffit de suivre étape par étape. Mais quand on a un appareil un peu plus compliqué, voire même un lave-vaisselle sur lequel il n'y a pas une notice très claire ou des éléments très concrets, c'est plus compliqué pour eux. Mais heureusement, c'est pas rédhibitoire, parce que, comme tout le monde, ils peuvent apprendre. Alors, pour ce profil-là, le profil analytique, ils vont devoir apprendre notamment à classer, à trier, à hiérarchiser. Alors ça, c'est compliqué pour eux, parce que c'est vrai que il suffit de regarder dans leur ordinateur. Souvent, c'est un élément d'analyse facile. Si vous regardez dans leur ordinateur, ils mettent tout dans mes documents, un peu en vrac. Et c'est pas forcément trié, organisé avec des dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers. Et en même temps, c'est normal, parce qu'avant d'analyser, on n'est pas capable de les trier. C'est après qu'on a analysé qu'on peut éventuellement commencer à les trier, mais avant, on a ce fonctionnement qui marche pas comme ça. Donc il va falloir qu'ils apprennent à trier. Une fois qu'ils ont appris, ils vont y arriver comme tout le monde, ils sont pas plus bêtes que la moyenne, mais ils ont besoin d'apprendre, et c'est quelque chose de pas naturel pour eux. Évidemment, ils vont avoir besoin d'apprendre à se faire confiance aussi, parce que notamment quand on leur met un appareil numérique dans les mains, il va falloir apprendre à essayer finalement.
Je sais pas faire. Mais est-ce que tu as essayé? Ben non, je ne sais pas faire, je peux pas. Et à un moment, faut se faire confiance et il faut apprendre à essayer. Et ça, une fois qu'ils ont appris ça, ça se passe beaucoup mieux. Et puis enfin, il va falloir qu'ils apprennent à gagner du temps parce que à vouloir tout analyser tout le temps, finalement, de temps en temps, on a besoin d'aller à l'essentiel et on a besoin de pouvoir être plus efficace dans notre travail. Mine de rien, une fois qu'ils auront appris à faire ces trois choses-là, ils seront parfaitement adaptés à la vraie vie et capables d'évoluer dans un monde normal avec des gens autour d'eux et d'avoir un métier et de fonctionner comme tout le monde. Ça ne pose pas de problème. Mais ça demande un apprentissage de quitter leur zone naturelle, entre guillemets, pour aller apprendre ça. Nos jeunes, les dernières générations, et je vais les mettre au pluriel parce que je vais inclure la génération Y et la génération Z. Pour vous donner des petites idées de date, je les avais mis tout à l'heure, je pense qu'on doit pouvoir les retrouver comme ça. Pardon. Hop, elles sont là-haut. Ah. C'est des idées de date, hein, parce que c'est évidemment pas fiable. Voilà, ça y est. Alors on va y comme ça. Génération X, d'accord, c'est la génération qui est venue post-après-guerre, on va dire. Donc on dit 1960-79, voire même un peu avant. La génération Y, on la situe à partir des années 80, voilà, un peu avant, un peu après, et jusqu'à 94-95, vous remarquerez que c'est l'arrivée d'Internet. D'accord ? Donc globalement, voilà, c'est là qu'on va situer la génération Y. C'est la fameuse génération du why, d'accord, le pourquoi. Cette génération de jeunes qui avaient eu besoin de savoir pourquoi et qui utilisaient le Walkman, d'où le Y, puisqu'à l'époque on avait des casques avec des fils. Et la génération Z, on la situe en 1995, c'est l'arrivée du smartphone, c'est l'arrivée d'Internet grand public, c'est notre génération hyper connectée. Voilà. Et on parle déjà de la génération suivante qui pourrait... alors je ne sais pas comment elle sera nommée, c'est pas moi qui vais la nommer, mais on parle déjà des nouvelles générations avec l'arrivée des réseaux sociaux dont on voit qu'ils peuvent influencer. Cette génération-là a plutôt un mode de fonctionnement dans sa tête avec dossier, sous-dossier, sous-sous-dossier, menu, sous-menu, menu, etc. Un petit peu comme un ordinateur finalement. Alors, c'est intéressant comme système parce que ça a le mérite d'être beaucoup plus rapide comme manière de réfléchir. En mettant les choses dans des cases comme ça, on a une réflexion qui est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, on a pensé à une époque que tous les jeunes de cette génération-là, ils étaient plus ou moins surdoués parce qu'ils réfléchissaient beaucoup plus vite que leurs aïeux. C'est pas complètement vrai. C'est pas complètement faux non plus, ça dépend ce qu'on appelle surdoué, ça dépend en tout cas comment on mesure quoi. Mais une pensée beaucoup plus rapide. On aurait même tendance à croire que de temps en temps c'est trop rapide. Trop rapide parce que ça manque un peu de finesse. À force de penser vite, on finit par penser un peu trop vite. Voilà. Une fois qu'on a mis dans la case tous pourris, les parents, les profs et les politiques, si on s'arrête là dans la pensée, c'est un peu pauvre, c'est un peu court. Donc il faut apprendre à nuancer ça et à amener un peu plus de nuances. Mais c'est un mode de pensée qui est plutôt rapide, plutôt efficace, même s'il manque souvent un peu de finesse. On reproche souvent à nos jeunes d'être un peu manichéens, c'est tout blanc, c'est tout noir, il n'y a pas beaucoup d'entre les deux, et les 50 nuances degrés, parfois, on les cherche. Évidemment, eux, la démarche intuitive de découverte d'un outil numérique, ça leur pose aucun problème. C'est quelque chose de parfaitement naturel. Mettez un téléphone d'une autre marque, d'un autre modèle qu'ils ne connaissent absolument pas, qu'ils n'ont jamais eu entre les mains, et il leur faudra pas 2 heures pour le maîtriser beaucoup mieux que vous. C'est un mode de fonctionnement très intuitif, et d'ailleurs le mode dossier, sous-dossier, sous-sous-dossier, menu, sous-menu, sous-sous-menu, c'est quelque chose qui est naturel pour eux, et c'est pour ça qu'ils s'y retrouvent bien dans les outils numériques.
et que c'est quelque chose qui est assez fluide pour eux. Et d'ailleurs, on va trouver là, même le lave-vaisselle, hein. Même le lave-vaisselle, toute la démarche d'aller dans le menu numéro 2 pour aller choisir le programme, etc., c'est quelque chose de naturel pour eux parce qu'ils ont été construits comme ça. Et en tout cas, dans leur tête, ça marche bien comme ça. Attention, ça devient compliqué quand on va vouloir aborder des systèmes plus complexes. Parler géopolitique avec juste des cases comme ça, c'est compliqué. Ça rentre pas bien dans les cases. Parce que y a des nuances, parce que c'est pas si simple, parce qu'on peut pas considérer qu'ils sont tous pourris. C'est sympa, mais les profs peut-être ils ont 2-3 trucs à nous apprendre. Les parents peut-être qu'on les aime bien quand même. Les politiques, il y en a 2-3 qui ont des idées qui sont pas complètement désagréables. C'est pas si simple que ça. Et tous nos systèmes hyper complexes de la vraie vie, qui vont de la politique à l'économie, en passant par la finance, en passant par tous ces systèmes-là, c'est des choses qui sont très compliquées pour eux à appréhender, parce que naturellement, ils ne sont pas câblés pour pouvoir les décoder. Évidemment, comme la génération précédente, s'ils apprennent à étoffer, à élargir, à mettre 100 fois sur le métier leur ouvrage, à remâchonner, de se dire tous pourris, certes, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qui m'intéresse quand même? Comment est-ce que je peux nuancer? Est-ce qu'il y a peut-être des subdivisions de cases que je peux faire? Et voilà, une fois qu'ils vont avoir appris à faire ça, ça ira beaucoup mieux. Mais ça s'apprend, et c'est pas naturel. Évidemment, ils vont avoir besoin de fiabiliser, parce que quand on réfléchit vite, très vite, trop vite, on a souvent besoin de fiabiliser sa pensée, de fiabiliser sa manière d'apprendre, d'aller chercher la source, de se demander, tiens, j'ai vu ça sur Internet, super, bravo, est-ce que c'est vrai? Je l'ai vu sur Internet. D'accord, et donc est-ce que c'est vrai? Comment tu fiabilises ton information? Comment tu fiabilises ta pensée? Comment tu penses que ton raisonnement il est bon? Voilà. Ça s'apprend. C'est pas naturel, mais ça s'apprend. Évidemment, ils vont avoir besoin de prendre du temps. Parce qu'autant la génération précédente, elle avait besoin d'en gagner, autant eux, il faut qu'ils apprennent à en perdre. Perdre du temps pour en gagner, évidemment. Et je prends le temps de réfléchir, et cette réflexion-là, elle m'amène à améliorer ma réflexion. Finalement, une fois qu'ils vont avoir appris à faire ça, ils seront capables d'être parfaitement adaptés au vrai monde de la vraie vie, avec des vrais gens dans un monde normal, où ils vont pouvoir évoluer tout à fait normalement. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une génération qui est mieux que l'autre, et que moyennant d'avoir appris chacun ce qui lui manque, on est parfaitement capable d'évoluer, même ensemble, dans une société où tout peut bien se passer. Mais il va falloir faire ce travail d'apprentissage pour les uns et les autres, pour apprendre à fonctionner ensemble. Et c'est là qu'on voit, notamment dans les entreprises aujourd'hui, un certain nombre de difficultés de synchronisation entre les plus anciens qui ont un mode de fonctionnement analytique et les plus récents qui ont un mode de fonctionnement plutôt de type séquentiel. Menu, sous-menu, sous-sous-menu. Et ces conflits de génération-là, ils ne sont pas réglés tant qu'on n'a pas appris pour les uns et pour les autres à compléter notre gamme de compétences. Voilà. Et c'est un vrai enjeu dans les entreprises aujourd'hui, mais c'est un vrai enjeu à l'école aussi, parce que je ne vous cache pas qu'il y a un certain nombre d'enseignants, pas tous, mais un certain nombre d'enseignants qui sont plutôt câblés comme ça. Alors évidemment, dans notre travail au lycée ou même au collège, qu'est-ce qu'un enseignant câblé comme ça va dire? Mais peut-être même il y a des parents qui diraient ça. Il va dire, d'abord tu apprends tes leçons, et une fois que tu auras appris ta leçon, tu pourras faire ton exercice. Et le jeune, il vous répond, oui, mais à quoi ça sert d'apprendre la leçon? Moi, je vais faire directement l'exercice et ça va bien se passer. Parce qu'il va aller directement à l'essentiel, et que de perdre du temps à prendre sa leçon avant d'avoir fait l'exercice, il ne comprend même pas à quoi ça sert. Et il n'a pas tort, parce qu'il y arrive à faire l'exercice sans apprendre la leçon. Alors pourquoi on s'embête à leur demander d'apprendre la leçon? En fait, on ne leur demande pas d'apprendre les leçons, on leur demande de les connaître.
C'est assez différent. Et vous verrez que dans la vraie vie, il y a plein de choses qu'on peut connaître sans jamais les avoir apprises. On leur demande de connaître les formules, on leur demande de connaître le cours, on leur demande de connaître les dates, de connaître les lieux. On ne leur demande pas de les apprendre. Hein. Et s'ils arrivent à les connaître sans les apprendre, alors tant mieux pour eux. Aucun problème avec ça. Comment on fait pour connaître un truc qu'on n'a pas appris ? Demandez-leur comment ils font pour connaître par cœur leur téléphone portable sans jamais l'avoir appris. Ils connaissent aussi par cœur le prénom de leurs copains sans jamais les avoir appris. Ils connaissent aussi par cœur leurs chansons préférées sans jamais les avoir appris. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas les seuls. Je pense que parmi les plus anciens ici, il y en a qui connaissent par cœur leurs chansons préférées sans jamais les avoir apprises. Et jamais on s'est assis à une table en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre ma chanson préférée. » Pourtant, on la connaît par cœur. On va voir comment ça se fait. Donc notre conflit de génération, finalement, ça pourrait être aussi une opportunité et une occasion assez exceptionnelle de se compléter les uns les autres et de mieux se comprendre. Ça supposera quand même à un moment de s'asseoir ensemble et de se poser les bonnes questions sur quel est le projet et qu'est-ce qu'on veut construire ensemble. Apprends ta leçon, après tu vas travailler. Réfléchis d'abord. Je vous donne un autre exemple. Maman, je voudrais sortir samedi avec mes copains. Oui, mais alors je voudrais en parler avec ton père d'abord parce que j'ai besoin d'avoir les éléments. Et puis en plus, on va attendre d'avoir le résultat de ton contrôle que tu vas recevoir mercredi, ça dépendra de la note. Et puis il y a tante machin qui doit venir ce week-end et je ne sais pas encore à quelle heure elle prend son train, donc si je peux t'emmener, j'ai besoin d'avoir tous les éléments pour te répondre. Et lui, ça le fait hurler parce qu'il dit mais c'est quand même pas très compliqué la question que j'ai posée. J'ai envie de sortir samedi soir, c'est pas une super question hyper complexe qui demande 3 jours de réflexion. Mais à celui qui a besoin d'avoir tous les éléments pour apporter une réponse qui sera plus fine, plus efficace, plus fiable et sans doute plus nuancée, lui il irait bien volontiers directement à la réponse. Tu me dis oui, comme ça c'est résolu quoi. Et on n'en parle plus. On comprend vite pourquoi est-ce qu'on peut ne pas se comprendre quand on fonctionne aussi différemment. Et il y a un vrai enjeu à connaître comment fonctionne l'autre, parce que du coup lui il apprendra à poser la bonne question. Maman, vu que vendredi j'ai un temps d'études où je vais pouvoir travailler sur mon contrôle pour lundi prochain et que j'en ai parlé avec papa qui est plutôt pour parce qu'il peut m'emmener à telle heure et que truc chouette, alors est-ce que je peux sortir samedi ? Et là j'ai amené tous les éléments sur la table et la décision, on va gagner un temps précieux. Alors ça n'empêchera pas de temporiser, de prendre du temps pour répondre, mais on apprendra à poser les bonnes questions. Et à l'inverse, nous enseignants ou nous parents, on pourra aussi apprendre à aller directement à l'essentiel, quitte à remettre 100 fois sur le métier et l'ouvrage pour pouvoir le nuancer un petit peu et l'apporter quelque chose de différent. Mais on apprendra à les aider à travailler comme ils sont parce que finalement c'est ça qui les rend plus efficaces. Voilà. Donc se comprendre et se connaître, c'est un vrai enjeu de santé publique, de communication publique, et pour un peu qu'on ait les bons outils, on arrivera à se comprendre. Ça va pour tout le monde ? J'ai perdu personne ? Bon, bienvenue au dernier arrivé. Ça va marcher. Alors concrètement, pour ce qui est du travail, vous avez bien compris que apprends tes leçons et tu feras tes devoirs après, ça peut fonctionner pour un certain nombre de jeunes et pour un certain nombre de travaux, mais c'est pas forcément la seule et même pas forcément la plus recommandée des stratégies. Je vais prendre un autre exemple. Ils ont tendance, et ils ont tous passé le brevet parmi vos enfants, et au brevet des collèges, ils avaient une épreuve de 2 heures en français. Pour la plupart, ils sont sortis au bout de 3/4 d'heure. Ils avaient terminé. Alors évidemment, ils n'ont pas tous fait des chefs-d'œuvre. Alors le barème est tel qu'ils ont eu des super notes, ça, je vous rassure, c'est fait pour ça.
C'est un peu comme à l'école des fans, hein, on s'arrange pour qu'ils aient des bonnes notes. Mais c'est pas ça l'enjeu. Ce qui est sûr, au dire en tout cas des professeurs qui ont corrigé, c'est qu'il y a encore matière à augmenter le niveau, on va dire. Voilà, on va dire ça pour être politiquement correct. Il y a encore possibilité de monter un peu le niveau. Pourquoi ? Parce qu'en 3/4 d'heure, évidemment, sur une épreuve de 2 heures, on aboutit certes à un résultat, mais un résultat qui est peut-être pauvre, ou en tout cas qui mériterait d'être approfondi. Et d'ailleurs, souvent, les profs sur les copies vont dire il faudrait approfondir. Alors moi, je me suis souvent demandé qu'est-ce que ça voulait dire approfondir quand on parle d'une feuille qui fait quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur. Approfondir, c'est pas facile, hein. Mais comment on peut approfondir ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Une des grosses différences entre les deux générations, c'est que la génération précédente, et on l'a vu juste avant, elle avait besoin d'avoir la règle pour pouvoir faire l'expérience. D'accord ? J'ai besoin de connaître les règles du jeu pour pouvoir jouer. Et c'est assez logique. Sauf si on a un jour joué à des jeux vidéo, par exemple. Et vous avez tous vu vos enfants jouer à un jeu vidéo sur le téléphone ou ailleurs, et d'abord jouer, et après en conclure les règles du jeu. Et d'abord l'expérience, et de cette expérience-là, je vais tirer des règles. Là où la génération d'avant donnait d'abord la règle, et de là on tirait des expériences. On pouvait faire des expériences. C'est la grosse différence entre les deux. Dans une génération, on donne d'abord la règle, on étudie d'abord la règle, on regarde d'abord la règle, et on en tire des expériences. Et c'est pour ça qu'on écoutait l'instituteur, qu'on écoutait le curé, qu'on écoutait le maire, qu'on écoutait toutes ces institutions, parce qu'on avait besoin de connaître les règles. Et à partir de là, on faisait nos expériences, en respectant les règles ou pas, ça c'est un choix. Mais au moins, on connaissait les règles et on savait où étaient les limites. Cette nouvelle génération passe d'abord par l'expérience. Ils expérimentent d'abord et après, ils peuvent expliquer. Si vous voulez faire cette expérience-là, demandez à votre enfant, avec votre téléphone, là, comment on fait pour envoyer un texto. Ou comment on fait pour envoyer un vocal. Ou comment on fait pour faire un truc que vous ne savez pas faire. Et vous allez voir très naturellement qu'il va vous arracher votre téléphone des mains parce qu'il est incapable de vous expliquer sans le faire d'abord. Il a besoin de le faire de manière intuitive pour pouvoir ensuite vous l'expliquer. Voire pendant qu'il le fera, il vous l'expliquera. Mais il est incapable de vous expliquer avant d'avoir fait l'expérience. Tout simplement parce qu'il ne sait pas. Alors il sait qu'il va y arriver parce qu'il a cette intuition et comme il est câblé exactement comme l'appareil, il va y arriver bien. Mais il ne sait pas avant que vous ayez posé la question. Et c'est en le faisant qu'il va être capable de vous le montrer, de vous l'expliquer, etc. L'expérience d'abord, l'action d'abord, et après on en tire des conclusions. Quand on parle de travail scolaire, ça change tout. Parce qu'entre apprendre son cours d'abord et faire ses exercices, ou d'abord faire les exercices et si jamais j'ai un problème, alors je vais aller voir dans le cours s'il n'y a pas une solution. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Dans un jeu vidéo, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent d'abord et si jamais ils sont bloqués, s'ils n'y arrivent pas, ils vont voir sur internet s'il n'y a pas des solutions ou des gens qui ont débloqué le truc avant eux. D'abord je joue et si je suis bloqué, alors je vais trouver une aide, je vais faire l'appel à un ami, le 50% ou autre chose. Mais d'abord je joue. D'abord je me lance dans l'action et après s'il y a un problème, je vais chercher les ressources. Et s'il n'y a pas de problème, j'ai réussi sans passer par la case à prendre son cours et tout va bien tant que je sais faire. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que au lycée, dans le bac notamment, 98% des attendus sont des attendus de savoir-faire. La grosse majorité des attendus au bac sont des attendus de savoir-faire. Ça tombe bien parce que dans la vraie vie aussi. Si je vous dis Marignan 1515, l'armée suisse, François Ier,
Peut-être qu'il y en a qui ont la ref, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas, mais dans une entreprise aujourd'hui, dans le monde réel aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la ref, ils vont pas être longs à la retrouver. Hein. L'information, c'est pas ça l'enjeu. C'est pas de savoir. Sinon, Google sera plus intelligent que moi. Google sait beaucoup plus de choses que moi. Parce que moi, j'ai qu'une pauvre petite mémoire d'être humain, alors que lui, il en a beaucoup plus que ça. Donc, l'intelligence, ça n'est pas la connaissance. L'intelligence, c'est la capacité que je vais avoir à faire le lien entre Marignan 1515, François Ier et l'armée suisse. Et moi, j'ai cette capacité de les mettre en lien, en relation, et d'en faire de l'intelligence. Chose que Google est incapable de faire. Et on verra même que ChatGPT n'est pas complètement capable de le faire non plus, ou en tout cas, il va falloir l'aider pour qu'il le fasse correctement. L'enjeu, il est là. Au lycée en particulier, au bac en général, l'objectif, ce sont des savoir-faire. Très peu de savoir. Alors évidemment, il y a des choses à savoir, mais c'est surtout pour gagner du temps qu'il y a des choses à savoir. Vous me direz, les formules de mathématiques, c'est bien de les savoir. Oui, mais elles sont dans la calculatrice aussi. Ben oui, et c'est pas très compliqué de les avoir dans la calculatrice, et d'ailleurs on leur conseille de les avoir dans la calculatrice. Parce que ça évite le jour de l'examen, si on a un trou, de... Mais évidemment que l'élève qui les a que dans la calculatrice et qui les a jamais utilisés avant, ça lui sert pas à grand chose. Donc, l'enjeu, c'est le savoir-faire. Or, un savoir-faire, ça ne s'apprend pas. On est bien d'accord avec ça. Vous pourrez apprendre par cœur et lire tous les bouquins du monde sur la natation, vous ne saurez pas nager. Vous pouvez apprendre par cœur et lire tous les bouquins du monde sur la danse, vous ne saurez pas danser. Le savoir-faire, ça ne s'apprend pas, ça ne s'acquiert que par la pratique. C'est en cuisinant qu'on sait cuisiner, c'est en conduisant qu'on sait conduire, c'est en chantant qu'on sait chanter, c'est en dansant qu'on sait danser, c'est en nageant qu'on sait nager, c'est en faisant qu'on sait faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, il y en a un paquet comme ça. Hein. C'est en faisant qu'on sait faire, c'est le faire pour savoir faire. Ça veut dire que notre élève qui va directement à l'action, il est plutôt bien affûté pour acquérir un savoir-faire. Cette stratégie qu'il a l'air naturellement de passer directement à l'exercice avant d'avoir regardé le cours, c'est plutôt une stratégie pertinente pour ce qui est d'apprendre un savoir-faire. Et je vous déconseille fortement d'apprendre par cœur la notice de votre téléphone avant d'apprendre à vous servir de votre téléphone. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. En plus du fait qu'elle n'existe pas, la notice. Mais c'est comme un meuble Ikea. Hein. N'apprenez pas la notice de montage avant de monter le meuble. Allez-y, lancez-vous. Voilà. Alors avec ceux qui respecteront la notice ne se retrouveront pas à la fin comme moi avec les deux petites vis qui restent, donc on ne sait pas où elles se mettent. Mais en même temps, on a dit que c'était plus fiable et plus fin. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. À moins d'avoir appris et de se dire je vais le faire à l'intuition, mais j'aurai le plan pas loin parce que j'ai compris que c'était dans mon intérêt quand même de ne pas perdre ces deux petites vis qui sans doute servent à quelque chose à la fin. Enfin, on voit ça au démontage 3 ans plus tard quand le meuble se délite au moment où on essaye de juste l'ouvrir. Voilà. Les deux petites vis, elles servaient à ça. Au montage, on s'en était pas rendu compte, mais au démontage, souvent, on s'en rend mieux compte. Donc, notre élève qui veut apprendre un savoir-faire, il va falloir qu'il change sa stratégie. Parce que c'était pas le cas dans le temps du collège. Au collège, l'enjeu, c'est le savoir. D'accord ? Donc ils vont travailler beaucoup autour de l'apprendre. D'ailleurs, ça commence bien avant en primaire, où on va beaucoup apprendre. On va apprendre des poésies pour exercer sa mémoire. On se rappelle que le cerveau est un muscle, que donc plus je l'utilise et plus il devient performant, et plus je pratique et plus je deviens bon. Donc c'est pour ça qu'on apprend des poésies. C'est pas pour connaître les poésies, encore qu'il y en a des sympas, mais c'est pour muscler notre mémoire et apprendre à s'en servir.
Une fois qu'on a compris ça, on va acquérir tout un tas de connaissances, et ça c'est le temps du collège. Voilà, c'est le monde du savoir, et là on a une stratégie d'apprendre, et globalement, on va pas se mentir, la grosse majorité des élèves qui sont passés au collège n'ont rien fait du tout, pas grand chose. En tout cas pas pour être performants, et d'ailleurs on a un certain nombre d'élèves qui n'ont pas sorti les mains des poches du collège, et qui se sont sortis avec des super moyennes, et une mention très bien au brevet. Aucun problème avec ça. Pourquoi ? Parce que comme l'enjeu c'est de savoir, l'élève qui est un tout petit peu attentif en classe et qui écoute bien ce qui se passe, il sait. Et il n'y a pas besoin qu'on lui explique 53 fois ce que ça veut dire. Il comprend vite. Et s'il est un peu attentif en classe, il sait ce qu'il y a à savoir. Il va avoir des très bonnes notes sans sortir les mains des poches ou le cahier du cartable. Ça fait souvent rager les parents, parce que les parents se rappellent que normalement il faut faire des efforts pour réussir, et là on a l'impression qu'il fait aucun effort et qu'il réussit quand même. Alors c'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai non plus, il fait pas les mêmes efforts ou pas au même moment en tout cas. Voilà, parce que l'effort d'attention en classe il est réel, et celui-là il a intérêt à être performant si on veut savoir ce qu'il faut savoir à la fin. Donc l'enjeu de réussir au collège, c'était de savoir. Et donc une stratégie d'apprendre, soit en étant un peu attentif en classe pour les plus éclairés ou pour les plus vifs de ce côté-là, soit en reprenant ce travail-là à la maison pour les plus studieux d'entre eux, et d'entre elles d'ailleurs, parce que c'est souvent les demoiselles qui ont ce tempérament plus scolaire, et ça les rend d'ailleurs plus performantes que leurs homologues qui eux le font un peu au feeling, on va dire au talent. Voilà, elles sont en général bien au-dessus, parce que avec un petit effort bien placé, on arrive quand même à un niveau de performance beaucoup plus satisfaisant. Donc ça, c'était l'enjeu du collège. Arrivé au lycée, et pour être précis, ça commence un peu avant le lycée, il y a des prémices qui se font vers le milieu de la classe de 4e. C'est à peu près de mi-année de la classe de 4e qu'on va introduire dans les programmes l'argumentation en français, la démonstration en mathématiques, la justification en histoire et dans d'autres matières, la démarche scientifique en sciences, en techno, en SVT. Et là, on va rentrer dans une autre démarche qui sera plus seulement du savoir, parce qu'on va leur demander aussi de savoir-faire. Rédiger, argumenter, justifier, démontrer, analyser, calculer, tout ça, ce sont des savoir-faire. Voilà, rédiger, ça s'apprend pas. Enfin, pas en lisant le cours de rédaction. D'ailleurs, il n'y a pas de cours de rédaction. Par contre, rédiger, ça s'apprend en rédigeant. Et c'est parce que je rédige souvent, parce que le prof me demande régulièrement de rédiger un petit paragraphe, que je vais progresser dans ma technique de rédaction. Donc, le savoir-faire, il s'acquiert par l'entraînement. Et donc, c'est ce passage du monde du savoir, où la bonne stratégie, c'était apprendre, au monde du savoir-faire. Et le lycée, c'est le monde du savoir-faire. Les programmes du lycée sont vraiment orientés et positionnés sur des savoir-faire. Et là, ça veut dire que la bonne stratégie, c'est celle où on va s'entraîner. Et je dis souvent à mes élèves, il ne sert à rien d'apprendre ces leçons. Alors eux, ils s'arrêtent là. Mais moi, je ne m'arrête pas là. Il ne sert à rien d'apprendre ces leçons si je m'entraîne. Oui, parce que de la même manière que je connais ma chanson préférée sans jamais l'avoir apprise, rien que parce que je l'ai écoutée souvent et chantée souvent, je me suis entraîné en fait. Et donc je vais accéder à la connaissance de la chanson préférée, non pas parce que je l'ai apprise, mais parce que je l'ai pratiquée. La formule de maths, c'est pareil. C'est parce que j'ai pratiqué ma formule de maths en faisant beaucoup d'exercices que je vais la connaître. Et c'est pas parce que je l'aurais apprise, c'est parce que je l'aurais pratiquée souvent. Et s'ils connaissent par cœur leur téléphone portable, c'est pas parce qu'ils l'ont appris, c'est parce qu'ils le pratiquent très souvent. Et s'ils connaissent par cœur le prénom de leur copain, c'est parce qu'ils le pratiquent très souvent. Et s'ils ne savent pas où se trouve le lave-vaisselle, c'est parce qu'ils ne le pratiquent pas assez souvent. C'est pas parce que vous leur avez pas dit. Et vous pouvez leur répéter 42 fois, le seul moyen qu'ils retrouvent le lave-vaisselle, c'est qu'ils y aillent souvent. Rappelez-vous, ça marche pour les élèves, les enfants, et ça marche aussi pour les maris. Je m'arrête là. C'est pareil, le mode de fonctionnement est le même, c'est une question d'entraînement. Donc si on veut retrouver le lave-vaisselle, il faut le chercher souvent. Donc, passer d'une stratégie d'apprendre à une stratégie d'entraînement.
Alors là, c'est là qu'il y a certains élèves qui vont se décourager parce que quand ils ont fait leurs 45 minutes de brevet des collèges, là, et qu'ils ont... Parce que vous avez remarqué quand même que c'est une génération qui ne fait plus de brouillon. Bah oui, ils écrivent plus de brouillon, ils font directement en propre. C'est tellement plus rapide. Et en même temps, je les comprends parce que quand il y en a quelques-uns, et je vais dire quelques-unes parce que c'est quand même plus souvent des demoiselles, et c'est tout à leur honneur, qui font des brouillons, parce que maman leur a dit de faire des brouillons et qu'elles sont studieuses et que donc elles vont faire des brouillons, leur brouillon est aussi propre que mon propre. Mais il sert à rien. Un brouillon tout propre, c'est comme un propre. Et les plus libres d'entre eux vont se dire assez vite, mais plutôt que de faire un brouillon tout propre que je vais recopier au propre après, je vais directement me faire un propre. Et pour un peu que maman m'ait acheté une souris ou un blanco, eh ben je vais pouvoir faire un truc propre directement et m'économiser 1h15 de travail. Et je vais aller directement à l'essentiel et faire mon propre directement. Ils ont fait ça au brevet des collèges, en 45 minutes, ils avaient pris le truc et ils sont rentrés chez eux. Et qu'est-ce qui se passe ? Les correcteurs au brevet des collèges disent c'est propre, c'est bien, c'est chouette. C'est vrai que la plupart des copies sont relativement propres. Par contre, c'est creux. C'est insipide et sans saveur. Pourquoi ? Parce qu'à quoi sert le brouillon ? Le brouillon, il sert à passer de la première étape du premier jus de ma réflexion, et on l'a dit tout à l'heure, le premier jus de la réflexion de cette génération-là, c'est pas un jus super fin, c'est pas un jus qui respire le bon sens, c'est pas un jus qui est plein de nuances, on va dire. C'est un petit peu taillé au couteau, c'est un petit peu manichéen, tout blanc, tout noir, et c'est pas super qualitatif, quoi. Donc ce tout premier jus, qui est la première chose que j'ai écrite sur ma copie, c'est pas toujours de super qualité, on va dire, pour être sympa. Hein. Et pour passer de là à l'attendu qui est plus qualitatif, plus nuancé, plus fin, eh ben il faudrait retraiter notre jus, il faudrait le repasser dans le tamis 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à obtenir ce qu'on veut. C'est-à-dire le jus qui est fin, pétillant, exactement comme on veut, avec des nuances, avec un peu d'humour s'il faut, mais pas trop, avec des connaissances, les bonnes de préférence, avec tout ce qu'on attend dans un devoir super qualitatif. Sauf que pour passer de l'un à l'autre, vous imaginez qu'avec un ordinateur, c'est super simple. Je commence mon mail à mon patron le lundi, je suis un peu en colère, je fais un mail un peu incendiaire, et puis je le range dans les brouillons. Le mardi, j'en ai parlé avec ma collègue, elle me dit « Ouais, là, t'es vache quand même, puis là, t'es un peu dur, et puis là, tu vas t'en prendre une. » Donc je nuance un petit peu, j'amène un peu de qualité, j'argumente, je retravaille, j'enlève cette partie-là qui est un petit peu trop, puis je rajoute là. Et puis le mercredi, quand j'en parle avec ma femme, elle me dit « Ah oui, mais si tu dis ça comme ça peut être un peu... » Alors je vais retravailler mon... Et puis finalement, le vendredi, quand je vais envoyer mon mail, il est nettement plus qualitatif que celui du lundi. Heureusement que je ne l'ai pas envoyé le lundi et que je l'ai mis dans les brouillons. Parce que la maturation et le fait d'avoir remis sur le métier mon ouvrage a fait qu'à la fin, j'ai un produit qui est bien meilleur. C'est un peu le même travail qu'on va faire sur un brouillon. Un premier jet qui n'est pas toujours qualitatif, qui manque de finesse, qui manque d'intelligence. Et puis, on va le retravailler, on va faire ces relectures successives. Sauf que, comme ces profs ils vous diront, ces profs des cavernes, les obligent à travailler avec une feuille et un crayon, vous imaginez bien qu'une fois que j'ai fait mon brouillon, si vous commencez à me dire oui mais regarde ça va pas, puis ça va pas, je pense que vous avez déjà fait cette expérience là à la maison, hein. Toute ressemblance avec une expérience vécue est choisie et désirée. Si ça va pas, non là tu peux pas dire ça comme ça, etc. Là il commence à fondre en larmes, à vous expliquer qu'il va pas tout refaire, que c'est quand même pas possible, il a écrit 3 pages en plus, s'il faut commencer à tout recommencer on n'y arrive plus, et là les bras tombent en général, il se liquéfie et là il veut plus rien en entendre. Bah oui, parce que c'est vrai qu'un brouillon comme ça, si je dois le faire vivre, ça va être compliqué quand même. Si j'avais été un tout petit peu futé ou bien formé,
j'aurais pris un brouillon comme ça et j'aurais passé des lignes pour commencer. Et peut-être même 2 lignes à chaque fois. J'aurais fait des paragraphes. J'aurais aéré mon brouillon, non seulement pour qu'il soit lisible, ça c'est pas désagréable pour le correcteur, mais surtout pour pouvoir le retravailler. Pour pouvoir rajouter une phrase sans être obligé de tout recopier, pour pouvoir me laisser l'espace pour pas mettre un petit astérix avec un truc qu'on va mettre sur la 3e page derrière, mais de pouvoir nuancer ça, mettre une flèche, entourer, dire cette partie-là finalement je vais la déplacer là, et faire vivre mon brouillon. Ce travail-là, je peux le faire qu'à condition que soit j'ai un outil numérique, et ça c'est génial, l'outil numérique pour ça. Quand je travaille sur un document Word, je peux déplacer un paragraphe, je peux ajouter un mot, en enlever un autre, ça coûte pas cher, et ça permet de faire vivre ce document. Quand je suis sur une version papier, parce que nous on les oblige encore à travailler sur la version papier, et c'est pas innocent, il suffit d'avoir un peu de bon sens et de se dire en amont, je vais me donner les moyens de le faire vivre mon brouillon. Et je vais me donner les moyens, en passant des lignes, en aérant mon truc, de pouvoir derrière le retravailler, etc. Comment on va le retravailler ? Tout simplement, avec cette histoire de tamis successifs, on commence par le gros grain, puis finalement on affine petit à petit notre tamis, et on va passer dans la stratégie d'entraînement qui est la plus logique et la plus fréquente, c'est toujours un peu la même. Attendez-moi, où est-ce qu'elle est ma stratégie d'entraînement ? C'est pas celle-là. Alors, on va y venir. Hop, on l'a pas là. C'est pas grave. Vous l'avez sur votre feuille, la stratégie d'entraînement en bas à droite. Il va s'agir, pour s'entraîner, de faire un premier jet, d'accord ? De faire un premier jet, de produire d'abord. Chose que la génération précédente est incapable de faire. Vous savez, ce problème de la page blanche, la génération précédente, ils ont besoin d'avoir tout analysé pour pouvoir écrire quelque chose de cohérent du premier coup. Eux, ça va pas les gêner d'écrire un truc qui a ni queue ni tête dès le départ. Ça les gêne pas. Et c'est pas grave. Parce que, une fois que j'ai fait mon premier jet qui est pas terrible, à condition d'avoir des critères de relecture, je vais pouvoir l'améliorer, l'enrichir, lecture après lecture. Et là, je vais pouvoir éventuellement, même en amont, me faire une petite checklist et dire, tiens, le prof, il nous a dit de faire attention à la concordance des temps. Je vais faire une relecture et vérifier la concordance des temps. Le prof, il nous a dit qu'il fallait une seule idée par paragraphe. Je vais regarder, je vais stabiloter éventuellement pour vérifier mes idées. Là, j'ai 2 idées dans le même paragraphe. Faut que je les sépare. Et je vais faire vivre mon document comme ça, sur la base de tous les conseils que le prof n'aura pas manqué de donner dans la méthodologie de l'exercice. Ça suppose, d'avoir identifié quels sont les critères que le professeur va demander. Et ça, c'est une question intelligente à poser en classe. Parfois, on en manque. Une question intelligente à poser en classe, c'est quels sont les critères de réussite du devoir. Un professeur d'histoire ne dira pas la même chose qu'un professeur de français. Professeur d'histoire, il vous dira le critère de réussite, premièrement, je vais regarder est-ce qu'il y a toutes les dates qui sont dans le cours. Deuxièmement, si elles sont bien articulées avec les personnages et les lieux. Troisièmement, je vais regarder si tu as compris la cohérence globale de l'événement et les causes et les conséquences. Donc c'est ces critères-là que je vais mettre dans ma moulinette. Là. Un critère, une relecture. Et on recommence. Voilà. Et autant de fois on va relire et retravailler notre document, et autant de fois on va l'enrichir et l'améliorer. Donc c'est vraiment cette stratégie d'entraînement. On produit d'abord et après on enrichit. C'est comme avec l'uranium. On prend d'abord de l'uranium brut et après on l'enrichit. Plus on l'enrichit et plus il devient performant et dangereux. Mais les idées c'est pareil. Plus elles sont performantes, plus elles peuvent être dangereuses. Donc on peut avoir le même comparatif. Donc vraiment, cette stratégie d'entraînement, c'est le cœur du réacteur. Et c'est valable dans toutes les matières. D'abord, je produis. Il n'y a rien de pire pour un prof de maths qu'un élève qui dit « j'ai pas compris, donc j'ai pas fait mon exercice ».
Comment on peut t'aider si tu n'as pas fait ton exercice? On préfère 10 milliards de fois un élève qui dira « J'ai fait mon exercice, j'obtiens un résultat qui n'a rien à voir avec ce que vous nous avez expliqué et avec ce que vous avez dans la correction, et je ne sais pas du tout comment je suis arrivé là. » Parce que là, on aura de la matière pour lui dire bah, « Regarde comment tu as fait, attention, là, tu vois, il y a une petite erreur, et on aura de la matière pour l'aider à se corriger. » On sera incapable de le faire avec un élève qui n'a pas essayé. 100% des gagnants ont tenté leur chance. 100% des élèves qui réussissent leur exercice de maths ont essayé. Et celui qui n'arrive pas, c'est pas grave. Celui qui n'essaye pas, il est sûr et certain de ne pas gagner. Ce qui pour l'auto est pas très grave, mais s'il s'agit de progresser et d'acquérir les compétences du bac, ça peut être plus gênant. Donc, un vrai enjeu à produire d'abord et enrichir ensuite. Voilà. Et c'est là que tout l'entraînement qu'on va faire en classe avec le professeur, c'est pareil, hein, c'est la même stratégie. L'élève qui attend la correction pendant qu'on fait des exos en classe, il ne sait pas faire, donc il va se faire discret, il va baisser la tête, espérer qu'on ne l'interroge pas. Et si par hasard on l'interroge, il va nous dire mais je vais regarder la correction. Bah oui, mais tu vas rien apprendre, mon garçon. C'est en le faisant et en faisant des erreurs que tu vas l'apprendre. L'erreur fait partie du processus. Si je ne fais pas d'erreur, je ne progresse pas. Donc on a vraiment besoin de rentrer dans cette stratégie d'entraînement. C'est le cœur du réacteur au lycée. S'entraîner, 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 s'entraîner. Et on n'oublie pas de s'entraîner. Alors l'entraînement, ça a ce côté très désagréable. Et ça, ils vous le diront, c'est assez désagréable parce que c'est jamais fini. Je peux m'entraîner jour et nuit, j'ai jamais terminé, je suis jamais au seuil de performance maximum. On peut toujours s'entraîner plus. Et en cette période où on prépare les Jeux Olympiques, on est bien placé pour voir que voilà, s'entraîner, ça peut durer toute la vie. Donc il faut trouver en gros le juste milieu entre pas assez et trop. Parce que s'entraîner trop, c'est pas bon non plus. Rassurez-vous, il y a de la marge. On peut y aller avant d'arriver à trop, mais il faut se méfier, certains peuvent s'en approcher parfois. Mais dans ce cas-là, on en parle et on les aidera plus personnellement. Mais enfin, le pas assez, il est plus fréquent et il est plus douloureux. Parce qu'il est plus difficile à soigner. Voilà. Donc, entre pas assez et trop, il y a une bonne marge et on peut y aller. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Et vous voyez que là-dedans, je ne mets pas apprendre mes leçons. À condition que je m'entraîne. Parce que si je m'entraîne suffisamment, je vais les connaître, mes formules de maths. Si je m'entraîne suffisamment à rédiger un petit paragraphe argumenté tous les jours en histoire, je vais les connaître, mes dates. Je vais les connaître, mes personnages, mes lieux. Si je m'entraîne suffisamment. À condition que je m'entraîne suffisamment. Ça va pour tout le monde? Donc, un maître mot au lycée, c'est l'entraînement, c'est le cœur du réacteur. Et plus on va aller vers les études supérieures, et plus ce sera vrai. Deuxième élément indispensable, pour être capable et se rendre capable de ça, il faut avoir ce qu'on appelle, vous connaissez la différence entre l'envie et la motivation. L'envie et la motivation. J'ai très envie de gagner au loto. Ça me ferait très plaisir de gagner au loto. Si quelqu'un parmi vous gagne au loto, pensez à moi, je serai votre ami ce jour-là. D'accord? Et si quelqu'un veut me faire gagner au loto, je suis d'accord, pas de problème. Par contre, je ne suis pas motivé pour gagner au loto. Et pour cause, je ne joue pas. Ce qui réduit considérablement mes chances de gagner. Être motivé, ça vient du latin movere, et donc c'est sortir les mains des poches et se mettre en action pour atteindre l'objectif qu'on a visé. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais ça veut dire qu'on est en action, on est en mouvement pour atteindre l'objectif. Cette motivation, elle est indispensable à la réussite. Et en gros, on va lui trouver deux moteurs.
Le premier moteur, c'est ce qu'on appelle le projet. C'est l'orientation. Savoir où je vais. Si je demande à un élève, aussi intelligent soit-il, aussi sérieux soit-il, aussi performant soit-il, d'y aller vite, mais vite, 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 vas-y. Il va me regarder et il va me dire, mais aller où? On ne peut pas aller vite si on ne sait pas où on va. Ou alors on va n'importe où. Et on va se prendre pour certains gouvernements, donc ça n'ira pas. Donc non, on ne peut pas aller vite si on ne sait pas où on va. Donc l'orientation, c'est très important dans cette construction de la motivation, de savoir où je vais. Voilà. C'est pour ça que je vous invite à faire le travail d'orientation avec vos enfants. Nous, on le fait avec nos élèves, parfois c'est les mêmes, mais il y a un vrai travail sur, non pas où je vais aller, d'accord ? En orientation, on ne parle pas de destination, on parle de chemin. On ne choisit pas à 15 ans un métier. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, à part les pompiers, les institutrices ou certains médecins, la plupart d'entre vous, à 15 ans, vous n'aviez aucune idée du métier que vous exercez aujourd'hui. Donc on ne choisit pas un métier. Par contre, on choisit une orientation, un cap, un chemin. Voilà, je vais faire des études scientifiques, je vais me spécialiser dans les sciences humaines, je vais m'intéresser au droit, je vais acquérir des compétences en calcul. Voilà. Et toutes ces compétences-là, un jour, elles me permettront de choisir un métier qui peut-être aujourd'hui n'existe pas, mais qui demain ne demande qu'à être créé. Et peut-être que je serai le premier, mais après tout, pourquoi pas. Par contre, les compétences que j'ai acquises, je ne suis pas le premier à les acquérir. Et celles-là, c'est quelque chose de réel que je peux travailler dès maintenant. Donc, orientation par compétence, orientation par chemin. On choisit un chemin, on ne choisit pas la destination. On ne sait pas quel est le carrefour qu'on va croiser dans 3 ans qui va nous ouvrir une porte à laquelle on n'avait même pas pensé. Voilà, donc l'orientation, vraiment, stratégie de chemin, stratégie de compétences, mais pas leur mettre la pression pour dire tu sais pas ce que tu veux faire, t'as 15 ans. Mais c'est pas grave du tout. Et peut-être que tu feras plusieurs métiers dans ta vie, et tant mieux. Et avec les vraies compétences que tu auras acquises dans ton premier métier, bah, tu seras meilleur dans le deuxième, et bah tant mieux. Et puis peut-être qu'ils n'auront rien à voir, quoique. Donc ça, c'est le premier aspect de la motivation. Le deuxième, vous allez me dire que je me répète, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est un vrai facteur de motivation. C'est parce que à l'entraînement, j'ai fait ma chorégraphie 1 fois, 2 fois, 3 fois et que ça s'est bien passé, que le jour du spectacle, je suis en pleine confiance pour pouvoir faire mon spectacle devant mon public. C'est parce que j'ai déjà fait ça à l'entraînement et que ça s'est bien passé, que le jour du contrôle, je suis en sécurité et que je peux me lancer dans le travail correctement. C'est parce que le jour du bac, si je veux pouvoir réussir le jour du bac, c'est parce que à l'entraînement, au bac blanc et lors des épreuves précédentes, j'ai pu montrer mes compétences et me consolider là-dessus. L'entraînement, c'est vraiment hyper important, c'est ça qui va permettre la confiance en soi, c'est ça qui va permettre de construire toute cette mémoire, cette banque de mémoire qui nous permettra d'être serein le jour de l'épreuve. Donc c'est un élément essentiel de la motivation. Celui qui ne s'est pas entraîné, même parfois en étant très compétent, il va tellement manquer de confiance en lui parce qu'il n'a jamais essayé, que ça risque de devenir compliqué. Tout le monde n'est pas Louis XIV. Louis XIV, quand on lui demandait « Sire, savez-vous jouer du violon ?», il répondait « Oui, parfaitement, tant que je n'ai pas essayé ». Il n'avait pas tort. Personne ne lui aurait dit qu'il ne savait pas jouer tant qu'il n'avait pas essayé. Le jour où il aurait essayé, il aurait constaté que c'était pas si simple. Mais il s'est bien gardé d'essayer, ça lui a permis de convaincre tout le monde qu'il savait parfaitement jouer en attendant. L'entraînement, c'est vraiment un élément essentiel
et de la motivation et de la confiance en soi, et donc de la réussite d'un élève. On le disait tout à l'heure, le cerveau est un muscle, mais notre cerveau, il fonctionne surtout, notre mémorisation notamment, elle fonctionne surtout comme un chemin dans la montagne. Vous avez sûrement déjà vu des chemins dans la montagne. Quand on passe dans la montagne comme ça une fois par an, on passe dans un champ. Il y a de l'herbe, des fleurs, des petits, plein de choses sympathiques, des cailloux. Si je passe tous les jours au même endroit, petit à petit va se former un sentier. Et si on est plusieurs à passer tous les jours au même endroit, c'est plus un sentier, c'est carrément un chemin qui va se creuser. Plus je vais fréquenter le chemin, et plus il va devenir large et spacieux. La mémoire, c'est pareil. Plus je vais fréquenter, plus je vais pratiquer mon sport, et plus la mémorisation va devenir automatique, et je vais être performant. Plus je vais pratiquer mes exercices de maths, et plus ma mémorisation va être facile et performante. Et c'est comme ça que les élèves qui sont bons en maths, ils aiment les maths. C'est pas parce qu'ils aiment les maths qu'ils sont bons en maths, c'est parce qu'ils sont bons en maths qu'ils aiment les maths. C'est parce qu'ils ont mis en route la pompe à succès, et que c'est parce que je réussis que je m'engage, et c'est parce que je m'engage que je réussis, et j'aime ça. Donc c'est vraiment des éléments essentiels. Alors évidemment ça marche pour tous, et je vous le disais tout à l'heure, ceux-là ont tendance à faire l'expérience d'abord et en tirer des règles. Eux avaient besoin de la règle d'abord pour en tirer des expériences. On comprend bien que l'entraînement, il rentre bien là. Parce que je m'entraîne avant de savoir faire. Et d'ailleurs, quand ils ont le sentiment de savoir faire, ils se désintéressent facilement de l'entraînement. Bon, ça ne sert à rien que je m'entraîne, je sais faire. C'est pas complètement faux, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que mon cerveau est un muscle, et que si je veux augmenter en performance, il faudra que je continue de m'entraîner. Et d'ailleurs, si les sportifs de haut niveau n'avaient plus besoin de s'entraîner parce qu'ils sont sportifs de haut niveau, ça se saurait. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils sont sportifs de haut niveau qu'ils vont s'entraîner 2 fois plus que les autres. Et pourtant, ils sont déjà arrivés au plus haut niveau. Donc c'est bien, on est bien d'accord que c'est pas une question de seuil, mais c'est bien une question de chemin. Oui. S'il vous plaît. Parce que là, on parle beaucoup d'entraînement, de l'élève et l'entraîneur. Oui, tout à fait, on y vient. Méthodologie, comment ça se passe? Ça se passe bien. Alors, c'est hyper important ce que vous dites. Parce que l'entraîneur, il est multiple. Il y a plein d'entraîneurs. Il y a des entraîneurs vieille génération. Et il y a des entraîneurs nouvelle génération. Il y en a qui savent faire, il y en a qui se sont formés, et puis d'autres moins. Et pourtant, celui qui doit réussir, c'est l'élève. Voilà. Et parfois, il va avoir la chance d'avoir un prof qui est au top sur la formation, etc. Et puis parfois, il va tomber sur un prof, moi j'appelle ça dinosaure, voilà. Et il y en a, hein, et j'en ai été, donc je crache pas. Et pourtant, il a besoin de réussir quand même. Et il peut difficilement attendre l'année d'après d'avoir un autre prof pour se dire je vais réussir en français l'année d'après, ou je réussirai en anglais l'année d'après, parce que cette année je suis tombé sur un dinosaure, c'est pas de chance, donc je vais mettre mon année en stand-by et je vais attendre. Non, ça marche pas. Il faut que je me donne les moyens de réussir. Et c'est là qu'il y a un vrai enjeu à trouver un décodeur et à décoder ce que me dit mon prof. Et mon prof, il me dit apprends ta leçon et après tu feras tes exercices. Et moi je comprends. Je vais attendre de toi que tu connaisses les connaissances qu'il y a à connaître dans le cours et que tu saches faire ce que je vais te montrer qu'il faut savoir faire à la fin. Et donc je vais m'entraîner à ma manière, parce que moi je sais que ce qui est efficace avec moi, c'est de m'entraîner d'abord et ensuite de vérifier que je connais ce qu'il y a à connaître. Donc je fais d'abord autant de fois qu'il faut, et puis de temps en temps je me fais une petite interro à moi-même pour vérifier que je connais les connaissances que le prof va me demander à la fin. Et la consigne qui m'a été donnée de je veux que tu saches ce qu'il y a à savoir dans le cours et que tu saches faire ce qu'il y a à savoir faire dans le cours, je vais l'atteindre sans problème. Mais en effet, ça demandera un travail de décodage
Mais de la même manière, et ils y arrivent très bien, qu'ils arrivent très bien à décoder leurs dinosaures de parents. Et qu'ils savent bien que quand maman dit tu peux pas sortir ce soir, c'est pas parce que c'est juste que je suis inquiète que tu sortes ce soir parce que tu as peut-être du travail pour lundi, parce que je sais pas où tu vas et avec qui tu vas traîner ni ce que tu vas faire, et que je te fais confiance à toi, mais je fais pas forcément confiance à tous les hurluberlus qui traînent dans les fêtes de Bayonne en ce moment. Ah, et ça, elle le dit pas toujours comme ça, maman. Seulement les enfants qui sont les plus éclairés, ils comprennent bien et savent décoder les freins qui sont mis par les parents, non pas comme un manque d'amour ou comme un désintérêt, mais bien comme un intérêt porté et qu'il va falloir juste rassurer maman sur le lieu où je vais, papa sur avec qui je vais traîner et sur ce qu'on va faire et à quelle heure on va rentrer et comment on fait pour prévenir s'il y a un problème. Et une fois qu'on aura rassuré tout le monde et rempli toutes les petites cases des parents là, alors ils pourront dire oui, bon, ça va dans ces conditions-là, on peut y aller. Mais ça nécessite en effet d'avoir compris comment fonctionnent mes parents et puis trouver la stratégie qui va faire qu'on y arrivera quand même. Donc oui, il y a un vrai enjeu à comprendre comment fonctionne mon entraîneur, et les entraîneurs sont multiples. Ils ont tous des modes de fonctionnement un peu différents, et en même temps heureusement, parce que c'est une vraie compétence de la vraie vie, hein. Quand ils seront adultes, dans une entreprise, ils auront un patron, et tous les patrons sont différents, et tous les chefs de service sont différents, et tous les interlocuteurs sont différents, et il faut être capable de s'adapter. Et je sais qu'avec certains patrons, il faut avoir un mode de fonctionnement comme ça, il faut lui donner les éléments pour que ça le rassure. Et puis avec un patron qui sera câblé comme ça, si je commence à lui raconter ma vie, pourquoi j'ai choisi ça, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce choix, je vais le perdre. Il vaut mieux que j'aille à l'essentiel, voilà, on a mis ça en place, c'est comme ça que ça marche, voilà. Et puis s'il a des questions sur comment vous avez fait pour en arriver là, il me les posera, ça se passera bien. Mais s'il n'a pas besoin de savoir, on va gagner du temps et on ira directement à l'essentiel. Donc c'est là que c'est vraiment intéressant et pertinent de se connaître soi, mais de connaître aussi ses interlocuteurs, que ce soit des enseignants, que ce soit les parents, et même mes pairs. Parce que parmi les élèves, on a des fonctionnements différents, et c'est intéressant dans les complémentarités, et moi j'encourage souvent les élèves à travailler ensemble, parce qu'ils sont complémentaires, ils sont forcément différents. Et donc ils vont s'apporter des complémentarités. Il y en a qui vont être plus faciles dans l'exercice de je produis d'abord, et d'autres qui seront plus performants dans l'exercice d'analyse. Je prends la production qui a été faite là et je l'analyse pour l'enrichir. Et ben, si ces deux-là se mettent ensemble, ils arriveront à un résultat final qui sera plus performant. Parce qu'ils auront produit un premier jet plus facilement, et puis ils auront analysé ce premier jet et l'auront enrichi plus facilement. Donc il y a un vrai enjeu de connaissance de soi, et ça rejoint tous les courants aujourd'hui de la connaissance de soi à tous les étages, et il n'y a pas d'âge pour apprendre à se connaître, mais si je me connais moi, je peux aussi apprendre à connaître les autres autour de moi et à fonctionner plus efficacement. Mais ce qui est sûr, c'est que la télécommande, que ce soit pour télécommander ses parents, ou même ses enfants, ou même ses profs, elle ne fonctionne pas. Je ne peux pas décider de changer le mode de fonctionnement de l'autre en face. Et mon parent est un dinosaure, et bien c'est comme ça, il faut que je le prenne comme il est. Hein. Mon patron est un dinosaure, ben je vais le prendre comme il est. Et si mon prof est un mode de fonctionnement séquentiel, et que moi, élève, et ça arrive, certains élèves peuvent avoir pour certaines choses des fonctionnements analytiques, ça peut les rassurer d'avoir d'abord appris le cours, d'avoir d'abord eu tous les éléments avant de se lancer. Et pourquoi pas si ça leur va bien. Mais dans ce cas-là, si le prof il est plutôt sur le mode de fonctionnement analytique, ben il faudra vraiment que cet élève-là il apprenne sur sa copie à aller à l'essentiel. Et il gardera ses circonvolutions pour lui sur son brouillon. C'est pas grave. Le tout étant de savoir, voilà, moi je sais que pour réussir, j'ai besoin de me consolider, j'ai besoin de me rassurer sur les connaissances, j'ai besoin de me rassurer sur la méthode, j'ai besoin de me rassurer sur ça, j'ai besoin d'avoir tous ces éléments-là, et ça me permet d'être performant après, et ça marche, je l'ai expérimenté, et je m'entraîne avec ça. Et à l'inverse, lui, il a besoin d'abord de produire, ensuite d'analyser, et de faire plusieurs fois cette moulinette-là pour arriver à un résultat satisfaisant, et pourquoi pas. Voilà. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Par contre, se connaître et connaître son interlocuteur, ça c'est précieux et indispensable.
On notera que les sportifs choisissent pas toujours, alors les plus grands sportifs, encore que dans les sports d'équipe ça marche pas toujours, on choisit pas toujours son entraîneur. Et c'est plutôt une bonne chose dans l'optique de s'entraîner pour la vraie vie derrière, parce que ils choisiront pas non plus leurs interlocuteurs dans la vraie vie future. Donc voilà, parfois ça matche bien et c'est naturel, et parfois ça demande un effort de traduction, et ça se passe bien quand même. Est-ce que ça répond à une part de la question? Oui, mais moi je suis encore un dinosaure, donc... ça arrive à des gens bien, je vous rassure. ça arrive à des gens très très bien, ça c'est pas un défaut. Alors si je devais récapituler un petit peu l'intérêt de notre stratégie d'entraînement. D'abord dans l'entraînement, on va se rappeler que l'objectif, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Parce que celui qui naturellement est bon en calcul mais qui a plus de mal en raisonnement ne va pas développer un entraînement de la même manière ni le même programme d'entraînement que celui qui est plutôt très bon en raisonnement, en rédaction, mais qui va faire des erreurs de calcul. Donc comprendre mes objectifs, situer quels sont mes objectifs, c'est hyper important. C'est en ça que le travail de correction, regardez un jour dans le fond d'un cartable. Vous y trouverez sûrement, plus ou moins chiffonné, une vieille copie. Plus ou moins vieille d'ailleurs, parce que souvent, parfois, on a des élèves on leur rend une copie et pour un peu qu'elle soit pas super brillante, elle finit directement dans le fond du cartable, en tapon ou pas, mais voilà. Cette démarche-là est particulièrement contre-productive. Parce que si je ne fais pas le travail d'analyse, de regarder ma copie pour voir voilà, sur quoi il faut que je travaille, quels vont être mes objectifs. Et ça, c'est un travail que font les professeurs sur les copies, de mettre des annotations qui disent voilà, c'est cette compétence-là qui est acquise ou pas acquise, c'est cette compétence-là qu'il faut approfondir ou qu'il faut consolider. Ça me donne les objectifs pour mon entraînement. Mon programme d'entraînement, il doit être construit autour de ces objectifs que l'enseignant m'a rendus dans mes entraînements précédents. Donc c'est important de choisir son objectif et ce ne sera pas forcément le même que le voisin. J'aurai pas non plus la même progression que le voisin. Parce que lui, il est allé très vite sur le premier chapitre, parce qu'il était déjà dans sa zone de performance et il s'est juste entraîné pour maintenir ses compétences et tout s'est bien passé. Et par contre, sur le deuxième chapitre, il a besoin de beaucoup plus s'entraîner, beaucoup plus... Voilà. Et à l'inverse, un autre élève aura un autre parcours et c'est pas grave. D'accord ? Méfions-nous juste du tous ensemble, tous en même temps, la même chose. Parce que tous les élèves sont différents, donc c'est normal qu'ils aient des programmes différents, des rythmes différents. Il y en a sur certains types d'exercices qui vont consommer beaucoup d'énergie, et puis d'autres qui vont consommer très peu d'énergie. En même temps, dans la vraie vie, ça marcherait aussi. Hein. Si on fait de la course de fond, il y a des chances que moi, je consomme un peu plus d'énergie que certains d'entre vous. Parce qu'on n'est pas tout à fait gaulé pareil. Par contre, si on fait un match de rugby, il y a des chances qu'en termes de performance, j'ai un peu plus d'inertie que certains autres, au moins à un certain poste. Ça dépend de l'objectif qu'on a et ça dépend du programme d'entraînement qu'on a. Si c'était de la course de fond, j'aurais sans doute un programme d'entraînement qui serait beaucoup plus long et beaucoup plus sinueux que certains d'entre vous qui sont plus affûtés. Alors on comprend que quand il y a 35 élèves dans une classe et que on a chacun notre objectif, chacun notre parcours, chacun notre rythme, la personne qui est le mieux placée pour construire ce programme, c'est moi. Et je peux attendre du prof qui me dise que j'ai besoin de travailler plus sur cet exercice-là ou celui-là, il me le dira dans mes copies. Mais n'empêche que le mieux placé pour me connaître et savoir ce que je vaux, savoir sur quoi il faut que je m'améliore, c'est moi. Et ça tombe bien parce que c'est un de nos projets, c'est d'augmenter et d'améliorer l'autonomie des élèves. Et donc ce projet-là, on le remplit assez bien avec cette stratégie d'entraînement. C'est une stratégie qui est globalement très autonomisante. Donc, et je vais presque finir. En conclusion, une stratégie d'entraînement, sans oublier l'entraînement,
Évidemment, l'entraînement, c'est quelque chose de régulier. C'est pas quelque chose qu'on fait au dernier moment, la veille du match. Sinon, ça marche pas. Et ils le comprennent très bien quand on parle de sport. Ça leur paraît normal d'aller 2 fois par semaine à l'entraînement au sport. C'est normal. Si on veut progresser, si on veut être performant, bah oui. Faire 2 fois par semaine de l'entraînement en maths, ça leur paraît fastidieux. Le cerveau est un muscle. Entraînons-nous. Évidemment, on travaille sur la motivation, donc sur le projet d'une part, et d'autre part, l'entraînement nous aidera à avoir une motivation constante. Et enfin, on travaille sur la confiance en soi. C'est un des éléments indispensables. Et on a vu que l'entraînement, et on reverra parce que je pense qu'il y a une date à retenir sur la confiance en soi au mois d'octobre. Vous allez repérer dans les dates qui vous sont proposées. Il y aura une soirée spéciale confiance en soi pour apprendre un petit peu comment ça marche. Parce que la confiance en soi, c'est un élément indispensable de la réussite. Ça permet vraiment d'augmenter aussi le level de performance. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, eh ben la voilà ma méthode. On va terminer en beauté. Donc, 1, je m'entraîne. Pour m'entraîner, je produis. Je choisis un critère d'amélioration. Je choisis un tamis. Je fais passer mon travail dans le tamis. J'enrichis ma production. Et je conclus que je peux recommencer. Et ça, autant de fois que... Et au bout de mes 45 minutes de brevet des collèges où j'avais fait ma première production, ben, j'aurais utilisé les 1h15 qui restaient pour enrichir mon travail. J'aurais sans aucun doute rendu une copie hautement plus performante, hautement plus intéressante que la première que j'ai rendue. C'est vraiment, vous l'avez sur votre feuille, hein, c'est vraiment la stratégie qu'il faut avoir. Et ça, c'est une stratégie qui peut se pratiquer pendant les contrôles, aussi bien que dans mon entraînement à la maison. Voilà. Être vraiment dans cette démarche de je m'entraîne. Et ça veut dire que la bonne question qu'un parent a le droit de poser à son enfant à qui on demande en rentrant le soir, il est là lui depuis 2-3 heures à la maison, vous arrivez, vous rentrez du boulot, plutôt que de lui dire est-ce que tu as travaillé, chose à laquelle il vous répondra immanquablement oui maman j'ai travaillé, la bonne question à lui poser ce sera montre-moi ton entraînement. L'avantage de l'entraînement c'est que ça laisse des traces, hein. On peut pas tricher avec ça. Donc montre-moi ton entraînement, et même au début, moi l'entraînement je le pèse au poids. Je suis capable de dire bah tiens cette semaine tu t'es entraîné 3 copies doubles. Ah, si on veut faire mieux la semaine prochaine on passe à 4. Voilà. Au début on fait que au poids. Puis petit à petit on va introduire de la qualité. Sur la qualité de l'entraînement. Est-ce qu'on avait bien choisi les objectifs? Est-ce qu'on avait bien choisi les critères? Est-ce qu'on a une liste de critères? Est-ce que tu as fait valider ta liste de critères par ton professeur? Ça c'est intéressant. Tiens, pour enrichir ton travail, tu m'as dit qu'il fallait faire attention à vérifier les dates, tu m'as dit qu'il fallait faire attention à la chronologie, tu m'as dit qu'il fallait faire attention au lieu, qu'il fallait faire attention à l'articulation entre les trucs, ok. Est-ce que cette liste-là, tu l'as fait valider par ton prof? Si c'est pas le cas, bah, tu prends un risque quand même, hein, d'être à côté de la plaque. Donc ça vaut le coup de rentrer dans cette démarche. Mais une fois qu'on a compris ça, on a quand même compris l'essentiel du lycée. Et ce sera ma dernière conclusion, parce que vous avez remarqué que c'est la 3e déjà. Qu'on soit de génération X, Y, Z, avec un mode de fonctionnement séquentiel, ou qu'on ait, pour certaines choses, ou pour tout d'ailleurs, un mode de fonctionnement plus analytique, c'est pas grave, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, ça peut être différent éventuellement, mais la différence est une richesse. Et de la même manière que c'est pas mieux ou moins bien d'être un homme ou une femme, mais que c'est complémentaire et que c'est le mélange de tout ça qui enrichit tout ça, c'est parce qu'on va se connaître et apprendre à se connaître, et ça marche aussi pour les hommes et les femmes aussi bien que pour les générations, c'est parce qu'on va apprendre à se connaître et à se fréquenter qu'on va pouvoir construire quelque chose d'harmonieux à la fin. Donc je vous invite à prendre le temps de vous découvrir dans vos modes de fonctionnement,
pour pouvoir vraiment échafauder et élaborer ensemble une stratégie de réussite. Parce que la réussite, ça ne s'invente pas. La réussite, ça se construit. Voilà. Donc pour un peu que il est décidé ou qu'elle ait décidé de réussir, alors on construira cette stratégie avec l'aide des parents s'il faut, avec l'aide des profs s'il faut, avec l'aide des personnels de l'éducation dans le lycée s'il faut aussi. Mais c'est un travail d'équipe. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire ce soir. J'en ai oublié plein, mais c'est pour vous donner envie de revenir à la deuxième soirée qu'on fait dans un peu moins d'un mois, je crois, sur la deuxième partie de la méthodologie, où après qu'ils auront un peu expérimenté, vous allez voir que tout ce que je viens de vous dire, c'est pas si simple, et que peut-être on peut aller un peu plus finement dans le comment on fait. Voilà. Donc ce sera l'objet de la deuxième soirée qui aura lieu dans un mois. Il me reste à vous remercier d'être venu et à vous demander si vous voulez bien remettre les chaises en partant. Merci beaucoup.